J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et on se retrouve sur YouTube pour la deuxième partie du live Twitch sur les informations générales sur la crypto. On va commencer en parlant du bull run. On attaque direct dans le vif là. Le bull run, j'ai fait un sondage. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura un nouveau? Et vous êtes plus de 70% à penser que oui. Le résultat n'est pas étonnant, je pense, parce que les gens qui ont répondu, c'est des gens qui s'intéressent encore à la crypto, qui sont toujours là. Et ceux qui pensent que c'est mort et que c'est foutu les cryptos, ils sont déjà partis. Donc c'est assez normal qu'une majorité soit convaincue ou ait des convictions. Il y a quand même 14%. Alors eux, je sais pas, ils pensent qu'il y aura plus de nouveaux bull run, mais s'ils sont toujours là à s'intéresser, c'est un peu bizarre. Ou alors c'est des gens qui s'intéressent pas à la crypto et qui ont vu passer mon sondage. Bon, vous êtes quand même assez nombreux à penser qu'il y aura un prochain bull run. Et je le pense aussi. Mais regardez, il y a pire. L'euro a perdu 85% de sa valeur par rapport à l'or entre 1999 et 2020. Donc finalement, les monnaies fiat, c'est un bear market qui ne s'arrête jamais. Il y a pire que les cryptos. Les cryptos, c'est pas si long. Vous imaginez 20 ans de bear market? On n'espère pas pour le marché crypto. Mais je pense pas. Et je pense pas pour de nombreuses raisons. Je vous en parle depuis des mois. Il y a plein de bonnes choses en fait qui préparent le terrain au prochain bull run, et pas seulement les ETF. Comme là, avec des géants de la finance qui se préparent dans la plus grande discrétion. Ils se préparent au bull run. Il y a un sondage qui a été fait auprès de hedge funds et de sociétés d'investissement, et 25% d'entre eux ont déjà nommé un cadre dirigeant de leur entreprise à la supervision d'une division crypto. Et donc ils ouvrent leur service crypto, ça représente quand même un quart, et puis il y en a quand même 13% en plus qui s'y préparent pour les 12 prochains mois. Ça fait d'ici un an 37%. C'est beaucoup, c'est plus d'un tiers. Les gestionnaires d'actifs et les hedge funds sont positifs et optimistes quant à l'opportunité de croissance de cette classe d'actifs. Et ça nous montre que le marché crypto est en train ou est déjà devenu un marché sérieux, considéré comme tel. Également, je pense qu'il faut être attentif aux signaux faibles comme ceux-là. PayPal qui lance un service pour convertir ses cryptos en USDC. C'est-à-dire que quand vous voulez cash out, récupérer vos profits et les passer en euros ou en dollars, là en l'occurrence, ce sera possible directement depuis PayPal. En fait, PayPal, je vous ai déjà dit, ils sont en train de devenir un exchange. Et il y a aussi Telegram qui va intégrer un wallet crypto dans son application de messagerie. Donc, je me dis, même eux, ils pourraient finalement mettre des services pour acheter des cryptos directement aussi dans Telegram. Et eux aussi, ils veulent faire probablement une sorte de super app. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est l'adoption de masse qui prend forme sous nos yeux. Ça aussi, ça prépare le terrain. Potentiellement, ça fait des millions, des centaines de millions de gens en plus par rapport au cycle précédent qui pourront avoir accès aux cryptos s'ils choisissent d'en acheter et s'ils se mettent à s'y intéresser. C'est de très bonnes choses. Il y a aussi la plus grande banque des États-Unis, JP Morgan, qui s'apprête à sortir un token pour faciliter les échanges transfrontaliers. Alors eux, a priori, ils vont utiliser leur propre blockchain qui s'appelle Onyx. Et s'ils font ça, c'est parce qu'il y a plein d'avantages. Évidemment, c'est rapide, il y a moins de frais, etc., etc. en utilisant la blockchain. Ils auraient déjà mis en place l'infrastructure nécessaire à cette solution de paiement. Ils attendent le feu vert du régulateur US et ils pourraient lancer leur réseau de paiement dans moins d'une année. Donc voilà, là, sur les mois à venir, il y a énormément de bonnes choses. C'est en train de se construire. C'est ça, les bear markets, qu'on appelle aussi les build markets. Il y a également la Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, donc un petit peu l'équivalent de BNP Paribas ou la Société Générale. Il s'associe à Taurus pour proposer la conservation de crypto-monnaies et d'actifs tokenisés à ses clients. Donc ça pourrait vouloir dire que les clients, peut-être dans l'application mobile, un petit peu à la Revolut, parce qu'on peut acheter des cryptos sur Revolut, et peut-être qu'ils pourraient acheter des cryptos, comme ça, directement. Donc ça fait encore toujours plus de gens pour qui la crypto sera accessible s'ils se mettent à s'y intéresser. Et j'ai même envie de dire, c'est plus les gens qui ont de l'intérêt, comme encore le cycle précédent, et qui doivent venir et s'intéresser aux cryptos, s'inscrire sur des exchanges, tout ça, toutes ces démarches, quand on est débutant, il y a plein de barrières à franchir, il y a pas mal de freins. Là, c'est plutôt la crypto qui vient directement aux gens normaux, et qui sera accessible très facilement. Une petite donnée intéressante, il y a plus d'1 million d'adresses uniques de Bitcoin qui détiennent au moins un Bitcoin. C'est un record, et je pense que c'est un petit peu le signe que ça accumule. On est dans cette période où il se passe pas grand chose, mais ça accumule. D'autres informations qui peuvent être à prendre avec des pincettes, je pense,
parce que c'est des chiffres qui fluctuent assez souvent. C'est le pourcentage de détention des crypto-monnaies par la population dans différents pays. Et là, on voit par exemple la France qui est à 5,9%, mais je me souviens d'avoir déjà vu des chiffres de 8% ou de 10% les années précédentes. Ça dépend aussi des sondages. Donc, est-ce que c'est vraiment fiable? Je sais pas. Regardez quand même ça à titre indicatif. Il y a peut-être des pays qui se dégagent comme les Émirats Arabes Unis. J'ai cru voir aussi en Arabie Saoudite, c'est pas loin aussi des 30%. J'ai vu ça dans d'autres sondages. Donc peut-être que les Émirats, c'est une région du monde où ça se développe pas mal. Là, on voit le Vietnam avec 20%, on voit la Thaïlande là à 9%, mais je crois qu'en Asie du Sud-Est, là, il y a aussi les Philippines, 13%. L'Indonésie, on ne voit pas là, c'est aussi assez important. Et Singapour, presque 14%. Il y a des zones du monde où ça se développe pas mal, voilà. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes, mais ça dit quand même quelque chose. Je vais parler un petit peu d'FTX, on en a pas mal parlé. J'ai pas envie de trop en parler, parce que tout le monde en parle, mais je me suis dit je vais en parler peut-être juste pour rassurer, parce qu'il y a des inquiétudes. Et notamment la peur qu'il y ait un gros dump. Parce que FTX a obtenu le feu vert pour vendre les 3,4 milliards d'actifs qu'ils ont en crypto, ils doivent rembourser des créanciers, et donc ils doivent vendre leurs actifs, dont des crypto-monnaies. Il y en a pour 3,4 milliards de dollars. Et l'inquiétude, c'est qu'en vendant, ça fasse couler le marché crypto. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Et eux, c'est pas leur intérêt dans cette opération, ils vont essayer de vendre petit à petit. La vente des cryptos sera limitée à 100 millions de dollars par semaine. Leur but, c'est pas de récupérer le moins de cash possible, c'est le contraire. Lorsque nous en disposerons de ces cryptos, nous les transformerons en cash le plus efficacement possible et nous le distribuerons conformément au plan. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, d'autant plus que j'ai vu un tweet de Justin Sun de la blockchain Tron. Lui, il a parlé du fait de s'unifier, de s'unir dans la communauté crypto pour racheter ses actifs et en faisant en sorte que c'est le moins d'impact possible sur la communauté crypto. Ils veulent pas se mettre une balle dans le pied. Donc ça pousse à la coopération. Donc je pense qu'a priori, ça devrait pas trop mal se passer, ça va être étalé dans le temps et ça devrait pas faire trop mal au marché crypto. En tout cas, un dump massif n'est pas à craindre. Maintenant, parlons de Sony, qui a de très grosses ambitions. Ils veulent développer une blockchain qui deviendra l'épine dorsale de l'infrastructure Web3 mondiale. C'est dire les ambitions. Je me souviens du Premier ministre japonais il n'y a pas si longtemps, et il disait qu'il y avait une entreprise japonaise qui avait de grosses ambitions dans le Web3 et notamment dans le métaverse. Est-ce qu'il s'agissait de Sony? Peut-être. On sait aussi que Sony, ils ont un incubateur, un programme d'incubation avec Astar du côté de Polkadot, et donc ils font de l'incubation de projets Web3, dont eSum, et vous avez vu, si vous suivez un peu ce que je fais, eSum aurait un partenariat avec PlayStation. Même si ça fait pas de bruit, même s'il n'y a pas eu encore les annonces officielles, ils l'ont très lourdement suggéré et sous-entendu, donc il y a des chances. Faudra voir ce que fait Sony. Sony, c'est quand même assez important dans le monde, donc s'ils ont de telles ambitions, si tout ça se met en place là au fur et à mesure au cours de l'année 2024-2025, ça nous promet aussi de très bonnes choses. Je vais vous parler un petit peu de l'IA maintenant, et c'est des trucs de ouf qui sont en train de se passer. Il faut que vous voyez ça, et faut que les gens sachent et se rendent compte un peu de ce qui se prépare, de ce qui est en train de venir, et comment ça se transforme tellement vite tout ça. Ça parle d'une intelligence artificielle en fait qui fait de la traduction automatique, qui réutilise votre voix et qui aussi le mouvement des lèvres correspond à ce qui est dit et est traduit dans plusieurs langues. Au début, il parle en anglais, c'est sa vraie voix, et ensuite c'est traduit en français et en allemand. Je vais vous passer des extraits et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Theoretically, you should just make it the new language, and then also it should translate my lip movement so that it matches that new language. Vocal qui est glissé-déposé, donc je peux simplement le déposer et théoriquement cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue, et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue, damit sie zu dieser neuen Sprache passt. Also werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich muss mindestens 30 Sekunden lang sprechen, um dieses Ding überhaupt... Je le trouve, c'est hyper impressionnant quand même. Vous aussi, vous êtes impressionné. Je trouve ça assez dingue. Ça veut dire potentiellement, je vais pouvoir faire mes vidéos et ça pourrait être traduit dans toutes les langues aussi. Voilà, niveau portée, c'est pas mal. Elon Musk va enfin pouvoir me comprendre. Il va pouvoir regarder mes vidéos comme ça. Et je vais vous montrer un autre extrait qui est tout aussi impressionnant, où en fait, là c'est Squeezie en vrai,
mais on a mis la voix et la tête de Macron dessus. Je vous passe un extrait bluffant. Aucun rapport. Si, frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Je serai pas m'énerver. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la personne est d'un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Bon, je vais pas tout passer. Je trouve ça même rigolo. Mais c'est ouf. C'est vraiment impressionnant. Le vrai, ce qui est faux, on va plus savoir. Ça arrive si vite, l'IA. C'est rigolo, hein. C'est rigolo aussi, hein. J'espère que ça vous fait un peu rire, hein. Il y a aussi du divertissement, hein. Vous pouvez faire dire à Macron ce que vous voulez aussi, comme ça. Et ça m'amène à ces réflexions sur l'IA. En fait, c'est des réflexions que j'ai depuis même des années. Qu'est-ce que les humains ont de plus que les IA? Est-ce que c'est l'imagination, le libre arbitre, la créativité, l'amour? Bah, pour l'instant, peut-être. On peut dire que ces choses-là, elles nous sont propres au genre humain, mais pendant combien de temps encore? En fait, si vous avez à côté de vous une IA dans un corps de robot, et vous le savez pas, si vous le savez pas, et que cette IA interagit avec vous comme si c'était un être humain, ça va nous faire nous poser la question de nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes? Et on va devoir s'interroger sur qu'est-ce qui est le genre humain, parce que finalement, c'était presque quelque chose d'acquis. Nous sommes des humains, et puis voilà. Mais s'il y a autre chose qui débarque et qui n'est pas humain, mais qui en a les facultés, qui se comporte de la même manière, ça va nous faire tout bizarre, je pense. Et ça risque d'arriver d'ici les décennies à venir. Il y a des chances qu'on connaisse ça de notre vivant. Alors bon, on verra bien, hein. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je trouve ça ouf, et je pense que c'est des réflexions qu'on doit entamer. Je pense même, si on en revient à Macron vite fait, je pense que les gouvernements, les États devraient commencer à impliquer les populations pour réfléchir sur ces sujets avant que ça nous arrive à la gueule comme ça d'un coup. Je pense en tout cas. En tout cas, moi je vous invite à réfléchir sur tout ça. On considère qu'une IA, c'est pas vivant, parce que c'est pas une conscience comme une conscience humaine, et finalement, ça répond à un programme, on a codé ses réactions, et donc voilà, peut-être qu'on peut considérer que ça n'atteindra jamais l'être humain. On parle de la singularité quand on atteint le même niveau de conscience que les humains. Mais si on prend l'exemple, par exemple, je sais pas moi, un chien n'est pas capable de faire tout ce que fera et ce que fait peut-être déjà une IA en termes de réflexion, de logique. Un chien, c'est beaucoup plus limité, peut-être même que les IA d'aujourd'hui, ou en tout cas c'est sûr des IA à venir. Pourtant un chien, il est vivant, c'est un être vivant, et un chien a quand même une forme de conscience. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est des sujets, je pense que ça fait poser plein de questions, on n'a pas les réponses forcément, en tout cas moi je les ai pas, mais je trouve que c'est un sujet super intéressant, je vous invite aussi à réfléchir dessus quoi. Et je terminerai juste avec l'information que l'algorithme de X sera totalement open source bientôt, d'après Elon Musk. Ça avait déjà commencé à partir, je crois, de février-mars, petit à petit, mais donc ce sera totalement open source bientôt. Vous vous souvenez du plan de Benjamin qu'il avait proposé à Elon Musk n'a jamais répondu, racheter Twitter, le rendre open source, puis enfin le décentraliser. Donc le décentraliser, ça passe par une blockchain. On verra si Elon Musk suit le plan ou pas. Et voilà, c'était donc la dernière information, le mot de la fin. Est-ce que les émotions seront difficiles à reproduire? En fait aussi là-dessus, ma réflexion, c'est nous on pense qu'on vit des émotions, mais imaginez juste 2 secondes, peut-être c'est pas le cas et vous êtes des IA. Peut-être que ce que vous croyez ressentir, c'est juste une réponse à quelque chose qui a été programmé. Est-ce qu'on parle pas de code génétique? Après tout, les robots, là, ils ont des circuits électriques, il y a de l'électricité qui passe. Mais nous aussi, on a des circuits électriques, on a des connexions nerveuses, une moelle épinière, il y a de l'électricité qui passe dedans. Nos circuits électriques, nos processeurs, c'est le cerveau, il y a nos neurones, et finalement, c'est à peu près pareil. Donc, moi, je sais pas, hein. Franchement, moi, je suis pas sûr de ne pas être une IA. Qui peut être sûr de ne pas être une IA? Et même si ça paraît bizarre et fou, vous savez, hein, moi, j'ai pas peur d'aller sur des raisonnements qui paraissent fous pour la plupart des gens. Je m'interdis pas d'aller, en tout cas, de penser des choses comme ça, parce que si on commence à pas réfléchir dessus, on exclut des choses qui peut-être sont vraies. Ce serait dommage. Je préfère tout explorer. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose de fou, parce que nous-mêmes, vu que on est en train petit à petit de faire évoluer cette technologie, petit à petit on est capable de construire ces choses-là. Si on est capable dans 10 ans ou 20 ans
de construire sur un ordinateur, ce sera peut-être un serveur, mais de construire un monde et un univers. C'est ce qu'on fait déjà un petit peu avec les jeux vidéo, avec des intelligences artificielles qui, eux, elles, je sais pas s'il y a un genre, ne sauront même pas que c'est des intelligences artificielles. On aura codé plein de choses, la conscience, on aura codé une forme de conscience en eux, des émotions, tout ça. Il y aura des règles dans cet univers. Il y aura, je sais pas moi, la gravité, plein de trucs comme ça, des lois de la physique. Il y aura tout un tas de règles. Et finalement, ce sera que de la programmation. Un jour, potentiellement, vu que la technologie évolue et elle est même exponentielle, on aura la puissance de calcul, on aura les connaissances. Enfin, il y a de bonnes chances, même si c'est dans très longtemps, qu'on puisse faire ça un jour. Du coup, dès lors que nous, on peut le faire, bah, on peut partir du principe que ça a déjà été fait. Et dans ces cas-là, bah, on est peut-être dans cette boîte, et c'est un peu comme dans Rick et Morty. C'est aussi un sujet qui est abordé dans Rick et Morty. Enfin bon, ça part très loin, hein. Et j'ai pas forcément les compétences et toutes les connaisses là-dedans, moi. Hein. C'est juste que ça m'intéresse pas mal, quoi. Mais c'est plus sur le plan philosophique que je trouve ça hyper intéressant. Bah, sur les émotions qui seront simulées mais jamais ressenties, mais ma question c'est, qu'est-ce qui nous fait dire que nous, nos émotions, elles sont ressenties et pas simulées? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que c'est notre propre perception qui nous fait nous dire ça, mais notre perception, elle est limitée? Surtout, en fait, si on est vraiment des IA, on serait que des IA qui pensent ça, qui pensent qu'on a des vraies émotions, mais on a été programmé pour penser ça, peut-être. On a été programmé pour penser qu'on est conscient. Enfin, finalement, c'est assez infini hein, comme réflexion. Hein. Bah, c'est pas aller trop loin, parce que les IA, elles sont là, elles arrivent, quoi. Alors, trop en avance, sûrement. Ouais, c'est des réflexions qui sont trop en avance. J'ai ces réflexions-là, mais je pense que d'ici quelques années, les gens, ils auront aussi ces réflexions. Hein. Ouais, bon, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut pas perdre foi en l'humanité, et je pense que justement, cette technologie, ça va nous recentrer sur nous-mêmes. Mais je parlais du fait que finalement, si les IA, les robots et tout, nous prennent notre travail, entre guillemets, si on n'a plus à s'occuper de toutes ces tâches... En fait, on va avoir beaucoup de temps libre. Le développement des IA et de ce que ça devient, ça va aussi nous ramener à nous-mêmes. On va avoir du temps pour nous-mêmes. Ça va peut-être nous mettre d'autant plus à devoir repenser le genre humain, en fait. Et peut-être que l'IA, si ça finit par à terme avoir une forme de conscience, ce sera pas des humains, mais ce sera peut-être autre chose, un nouveau genre. Il va peut-être falloir commencer à réfléchir, à coexister. Alors, c'est pas les extraterrestres, mais c'est quand même une autre espèce dans ces cas-là, c'est spécial. Du coup, je vais terminer, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée, j'espère que vous avez apprécié, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Salut à tous, et à bientôt!